Vivons le bonheur d'Algérie. Apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays. Un réveil de fraîcheur. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle brise d'été à partir de la station régionale de Constantine avec un programme, on va dire, imprégné de l'actualité puisque nous sommes toujours en plein Covid, en pleine campagne de vaccination, en pleine campagne, en pleine troisième vague. Donc déjà, on va en parler tout au long de cette émission. C'est une émission consacrée spécialement à la maladie. Donc on aura deux invités. On va commencer par les dames. C'est ça, Fodel. On va commencer par les dames. Donc Linda Chakmak qui représentera le CHU de Constantine pour nous parler un peu de la situation. Parce que même si, c'est vrai, la courbe elle est descendante, mais il reste que les hôpitaux souffrent toujours en matière d'hospitalisation. Et le professeur Fodel Khalifa, qui représente l'Institut Pasteur, nous parlera de toute cette campagne de vaccination, mais aussi on va essayer de se projeter sur la prochaine vague et surtout les exemples des autres pays, notamment les pays européens qui ont fait une large vaccination de la population. On va parler de tout ça pendant 1h30 dans cette brise d'été qui va commencer dans quelques instants. Après, bien sûr, notre balade sur la ville de Constantine avec la voix de Mohamed Tahar Fergani qui nous chante cette fameuse El Bouri. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي على الغفلة صار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غيض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, donc moi personnellement je ne m'en lasse pas, j'espère que vous aussi, mais toujours voir Constantine de haut, c'est toujours très beau. Mais Constantine, eh bien, on va en parler sous une autre forme avec cette maladie qui s'est installée, qui ne veut plus partir. Et je crois que le virus se plaît pas seulement chez nous, il se plaît partout. Et il est là, il est en train de se multiplier, il est en train chaque fois de faire des dégâts et chaque jour il nous prend des personnes. C'est ce qu'il faut surtout retenir parce que chaque jour il y a des décès et quand il y a des décès, eh bien ça veut dire que la situation n'est pas bonne. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors on va parler bien sûr de la situation. Je vous présentais dans le sommaire, donc d'abord Linda Chakmak qui est directrice des activités médicales et
médical au CHU de Constantine. Merci d'être là. Sabah al-khair. Bonjour Smaïl et bonjour à tous les téléspectateurs et merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie pour avoir répondu à l'invitation. Et à ses côtés, le professeur Fodel Khalifa, qui est responsable de l'Institut Pasteur à Constantine, qui est virologue. C'est ça, je ne me trompe pas? Oui, oui. Hein? Je n'ai pas changé de métier. De métier. Bonjour Smaïl. Encore une fois, merci pour votre invitation. Bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous recevoir parce que quand on a un plateau scientifique, donc on va essayer d'expliquer aux simples téléspectateurs tout ce qui se passe autour de nous. D'abord, avant d'aller parler de la maladie, maintenant on a fait connaissance avec la maladie, il faut le dire. Hein. Oui. Elle est là, on sait quels sont les signes cliniques, même si ce variant Delta continue d'être virulent et de vous, chaque jour, de vous ramener des gens à l'hôpital. Il faut dire que ça continue, ça ne s'arrête pas. Certainement, oui. Comme vous l'avez dit donc, auparavant, donc, on a une troisième vague et puis les consultations ne s'arrêtent pas, donc le nombre d'hospitalisations est pratiquement identique donc, depuis un bon moment quand même. Ouais. On continue à recevoir donc, des formes graves, on continue à avoir des décès, donc la maladie est toujours là et la vigilance est de rigueur. Hein. Alors même si le nombre de cas est en train de diminuer, on sait, maintenant on a appris qu'il y a une courbe, ça veut dire que ça monte et puis après ça descend. On est dans la descente, mais ça descend doucement, parce qu'avec 500 cas, c'est le pic de l'année passée à peu près. C'est à peu près. Certainement, je dirais même que c'est une discrète baisse quand même. Oui, hein. Il ne faut pas vraiment donner de l'espoir, mais franchement, c'est très discret cette baisse. Donc, depuis quelques jours, quand même, ça fait, donc, au niveau du CHU de Constantine au moins, on est arrivé à 30 admissions par jour. Hein. Ça continue. En une seule journée. Et là, donc, je vous parle de la semaine passée. Il n'y a même pas 7 jours. Hein. Oui. C'est 30 admissions en 24 heures. Donc, vous pouvez imaginer le nombre de malades qu'on est en train de recevoir quand même. On continue à recevoir des cas, des formes graves qu'on est en train de recevoir. Donc, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut dire que vous ne recevez que les formes dans un état grave, ceux qui n'arrivent pas à respirer, ceux qui sont en détresse respiratoire. Tout à fait. Et puis, un petit éclaircissement, c'est que même par rapport aux consultants, le profil des patients qui viennent consulter a complètement changé. C'est plus comme avant les formes banales qu'on reçoit à l'heure actuelle. Donc c'est beaucoup plus c'est pour ne pas dire exclusivement les formes graves qui arrivent à la consultation. Et c'est pratiquement tous les malades qui arrivent à la consultation, ce sont des malades qui arrivent à être hospitalisés quand même. Très peu rentrent chez eux, mais la plupart... C'est clair. Ah oui, 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 mais ceux qui viennent, ils sont déjà dans un état très grave. Ils sont déjà dans un état dépassé, tout à fait, au stade donc, de désaturation grave, donc avec des signes respiratoires très, très alarmants, donc qui nécessitent une prise en charge en milieu hospitalier, avec une prise en charge à base donc essentiellement d'oxygénothérapie. Voilà, comme on sait que l'oxygène vient à manquer, non pas en matière de production, mais c'est en matière de demande, parce qu'il y a une forte demande, donc, et comme la production, c'est la même, ça veut dire même, on a beau multiplier la production, mais ça ne suffira pas parce qu'il y a trop de demandes. C'est clair, donc justement par rapport au profil des patients actuellement hospitalisés donc, à l'échelle nationale, je dirais que c'est des patients donc, qui présentent donc, des signes respiratoires. Et puis donc, le reflet, c'est la baisse donc, du taux d'oxygène, c'est-à-dire la baisse de la saturation donc, en oxygène. Donc, pour remédier donc, à ce problème, donc, le traitement de base, c'est l'oxygénothérapie. Étant donné que la demande donc, est donc, en nette augmentation, donc c'est clair que donc, on a beau donc, produire, donc, on est toujours donc, dans le manque. Oui, mais ça veut dire que même les plus grands concentrateurs du monde ne vont pas suffire. Tout à fait. Oui. Ce qui est par contre, ce qui est recommandé, c'est de ne pas aller à l'hôpital. Et pour éviter l'hôpital, c'est d'abord essayer de respecter les mesures barrières. Certainement, tout à fait. Certainement. Mais moi, je voulais une cartographie un peu de l'hôpital, parce que ça doit être éprouvant. Oui. D'abord, le personnel de santé, comment il est? Je ne vous cache pas, Smaïl, donc depuis pratiquement plus d'une année et demie, donc le personnel est confronté donc, à cette pandémie donc, mondiale. Il travaille depuis le début de la pandémie donc, sans cesse. Le personnel est vraiment épuisé, il est vraiment dépassé. Il y a des gens qui n'ont pas pris leur congé donc, depuis plus d'une année, donc depuis plus de 2 ans, qui sont toujours donc, à cheval. Donc, qui travaillent H24. Qui travaillent H24 justement de façon continue, 7 jours sur 7. Donc la consultation ne s'arrête pas, les services d'hospitalisation n'ont pas fermé, les activités donc, de soins ne s'arrêtent pas, donc certainement limitées donc, par rapport donc, aux directives donc, de la tutelle. Mais elles ne sont pas arrêtées donc, à 100%. Donc il y a certains services d'urgence qui ne se sont pas arrêtés, les services donc les urgences chirurgicales, la cardiologie, la neurologie, les services donc, de chirurgie qui prennent en charge donc, les cas urgents ne se sont pas arrêtés. En parallèle, nous avons donc la Covid. Donc on peut dire qu'on est pratiquement à genoux.
À genoux, tout à fait. Dire, oui, on est faut abattu. dire. Oui. C'est certainement. Ça, c'est parce que pourquoi je dis ça? Parce que quand on voit l'hôpital, on sent quand même un personnel qui a les traits tirés, fatigués, éreintés. Ils sont je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Parce que j'ai utilisé tous les superlatifs pour dire qu'ils sont à bout. Je vais vous répondre, moi, d'une autre façon. Ce qui nous désole, nous, en tant que professionnels de la santé, c'est que, donc, vu donc, cette charge et cet épuisement mental, physique et tout ce que vous voulez, donc une fois qu'on sort donc, un peu, donc, à quelques mètres donc, de l'hôpital, c'est un autre monde. Ouais. Il y a des gens qui sont vraiment à côté, donc c'est le manque de conscience et le manque de vigilance. Et on les invite vraiment à être plus prudents et à respecter les mesures barrières dont on a parlé donc au tout début de la pandémie, qui reste toujours donc d'actualité. Donc c'est le seul moyen. La pandémie est là, donc le seul moyen donc de faire face, donc c'est de respecter les mesures barrières. D'abord respect. J'ai laissé sciemment chaque MAC faire un constat à l'hôpital, parce que l'hôpital est la dernière étape de la maladie, et c'est surtout l'avant-dernière avant le cimetière, faut le dire. Effectivement, il me semble que les personnes qui arrivent dans un état de détresse, de pathologie avancée à l'hôpital, sont des personnes qui ont peut-être fait de l'automédication chez elles et qui, devant donc, des problèmes de respiration, de détresse, se présentent au CHU, souvent dans un état de détresse respiratoire, donc de pathologie avancée. Ce que je voudrais ajouter par rapport à Linda, c'est qu'il y a des dégâts collatéraux. Parce que beaucoup de personnel a été investi dans la Covid, mais il y a d'autres pathologies à côté qui ont été délaissées. Et il y a des personnes qui souffrent. Il y a la Covid, d'accord, il y a les autres pathologies chroniques. Il y a le cancer, il y a les accidents, oui, bien sûr, il y a toutes d'autres maladies. Il y a une moins bonne prise en charge, puisque tous les services sont pratiquement pleins. Mobilisés, oui. Et voilà, tout ça les gens ne le savent pas. Mais c'est une réalité avec laquelle il faut faire avec. Il faut dire aussi que c'est notre inconscience, notre insouciance qui est en train d'alimenter l'hôpital. Parce qu'avec tous ces malades, tous ces décès, on continue à se regrouper, à ne pas... Ça, je crois que le citoyen est plus que jamais sollicité pour être vigilant. Et oui, parce qu'en se réunissant, il continue... Le virus, le but du virus, c'est de pouvoir se transmettre. La survie du virus en dépend. Si ce virus n'arrive plus à trouver des organismes dans lesquels il peut se multiplier, il va s'éteindre. C'est automatique. Mais tant qu'il y a l'entretien, il y a cet entretien, on ne casse pas cette chaîne épidémiologique, on va se rassembler, à se voir, à faire des mariages, etc., le virus continuera à circuler, surtout qu'actuellement, il y a le... Nous, à travers nos résultats, je peux vous avancer le chiffre, on a pratiquement un peu plus de 90% de virus qui nous sont acheminés au niveau de l'antenne de Pasteur, qui sont des virus Delta. Donc le Delta a pris le dessus par rapport à l'alpha, par rapport aux autres variants, parce qu'il est beaucoup plus transmissible, beaucoup plus contagieux. Et ça, tout le monde doit le comprendre. Comment le profil de Delta, c'est qu'il est différent de la souche mère de COVID, du virus de la Covid-19. Il faut dire qu'il y a ce n'est pas le même, c'est la même famille, ce n'est pas le même virus. Celui-là, il est beaucoup plus dangereux, il se transmet plus facilement et il montre moins de signes cliniques. En fait, c'est toujours le même coronavirus, mais seulement il y a des petites variations génétiques au niveau de son génome, de son ARN, qui vont faire que... Il y a deux possibilités. Vous voyez, quand il y a des variations génétiques, ces variations génétiques peuvent amener à son extinction, si elles sont mauvaises pour lui. Mais ces variations génétiques, ces mutations, peuvent renforcer, le rendre plus contagieux, comme c'est le cas du Delta. Il est peut-être 2 fois, 3 fois plus contagieux que l'original. Il peut provoquer des formes plus graves. Ces mutations, en ce moment, lui donnent un avantage. C'est la raison pour laquelle, à partir du moment où il est beaucoup plus contagieux, qu'il est prédominant. C'est comme si que vous faisiez la course. Vous avez un coureur qui court très vite, d'autres qui courent moins vite. C'est celui qui court plus vite qui va rafler tous les trophées. C'est lui qui va prendre la médaille. C'est exactement la même chose. Et là, il est vraiment rapide. Il est en train de faire des dégâts. La preuve, à l'hôpital, vous recevez, je crois que
si on peut comparer les chiffres de l'année passée et de cette année, il n'y a pas photo, il y a plus d'hospitalisations que l'année passée. Certainement, bien sûr. Bon, ce qui se discorde par rapport donc, à l'année passée, c'est que donc, le nombre de consultants il est inférieur au nombre de consultants par rapport, si on compare donc, par rapport à la même période de l'année passée. Mais le nombre d'hospitalisations est nettement élevé. Donc, au point de vous dire que pratiquement, pour ne pas dire à 100%, les malades qui viennent à la consultation sont des patients qui nécessitent une hospitalisation. Mais pas d'autres solutions que d'hospitaliser, en que général. d'hospitaliser, certainement, avec le taux d'oxygène au niveau du sang donc, qui est bas, donc la seule prise en charge. Comme vous le savez, l'oxygénothérapie ou l'oxygène, c'est un produit médical. Donc sa prescription doit obéir à des règles donc, et à une loi. Donc on ne peut pas administrer l'oxygène de façon au premier venu, on peut au pas premier prendre n'importe quel venu, donc oxygène. à la maison. Donc, et certains confondent l'oxygène industriel avec l'oxygène médical. Exactement. Il faut dire qu'il y a une différence parce que beaucoup de Certainement. gens ne savent pas. Ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que l'oxygène, c'est un produit médical qui doit se... médicament. Qui doit être prescrit sous prescription médicale parce qu'on ne prend pas de l'oxygène comme ça. Ce qu'il y a aussi par rapport au Delta, c'est qu'il y a beaucoup de formes chez les jeunes. Formes qu'on ne voyait pas au début, quand il y avait le virus classique. On ne voyait pas de formes chez les jeunes. Maintenant, on voit des formes graves chez les jeunes. Tout à fait. Les jeunes, ce qui explique un peu la campagne de vaccination en milieu scolaire et en milieu estudiantin, parce qu'on va aller vers la vaccination obligatoire probablement pour l'encadrement. Aussi les étudiants, ça va commencer déjà pour l'éducation, ça a commencé je crois hier ou avant-hier. Donc si les tranches d'âge, toutes les tranches d'âge sont touchées, on a vu des enfants, vous avez eu des hospitalisations. Oui, je vous dis qu'on a eu un cas d'un nourrisson âgé de 36 jours. 36 jours donc atteint de Covid, qui a été hospitalisé au niveau du... Comment expliquer cela, Faudel? Nourrisson. Écoutez, par rapport à la souche initiale, par rapport au coronavirus SARS-CoV-2 initial, ce delta est 30 fois plus nombreux, si vous voulez. C'est-à-dire que les charges virales sont 30 fois plus élevées par rapport à la souche 30 initiale. fois, ça fait... Donc 30 fois, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc s'il y avait une meilleure action de l'organisme qui permettait d'éliminer le virus, le virus dans la... Ça veut dire là c'est un peu grave. Il va vous n'arrive pas à respirer. Certainement. Et puis je rajoute un petit point par rapport à ce qu'a dit M. Faudel, c'est qu'on avait noté donc ces derniers temps donc des cas très graves donc chez les sujets avec donc un taux de décès très élevé donc à cette... Oui. Alors qu'on n'en voyait pas les décès auparavant chez les enfants. Oui. Tout à fait. Ça c'est important, donc c'est pour ça qu'il faudra que même les enfants maintenant, bon je sais que dans l'éducation les enfants devront obligatoirement porter le masque pour entrer à l'école, ça devrait être généralisé à penser ça. Il faut pas seulement pour les enfants, mais c'est tout le monde qui doit continuer à porter. Au niveau de l'éducation, il faut qu'il y ait de la sensibilisation. Il faut qu'on dise aux enfants, qu'on leur explique. Il faut surtout qu'on dise aux enfants que ce sont eux qui peuvent contaminer les parents. Ce sont eux qui peuvent indirectement être à l'origine du décès de leurs parents. Ils comprennent ça. Et si on fait de la bonne sensibilisation, je pense qu'on pourra, avec la vaccination aussi, c'est surtout qu'il faut éviter l'hospitalisation qui est un désastre, il faut le dire. L'hospitalisation, quand vous avez un malade qui n'arrive pas à respirer, puis c'est pas évident de trouver un lit. Certainement. Ben, les hôpitaux sont full, sont tous remplis, il faut dire, mais surtout dans les grandes villes comme à Constantine, où les hôpitaux n'arrivent pas toujours à subvenir. Vous essayez d'éparpiller. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu quand même des concentrateurs d'oxygène au niveau de l'hôpital de Chouinade, grâce à que l'on salue. Pour encourager les autres, je dis toujours. Certainement, oui. Ça soulage un peu. Exactement, ça va soulager certainement parce qu'il va réduire quand même donc, le besoin en matière d'approvisionnement en oxygène donc médical. Et donc cette quantité peut-être donc qu'elle va donc elle va être livrée donc à notre établissement donc. En plus, c'est des lits supplémentaires qui sont... Mais c'est encourageant parce qu'il faudrait que d'autres aient cet altruisme aussi de donner parce que là, on risque... Si on comme ça, la maladie va se propager et avoir plus de destruction.
trouvera même plus... Même pas une place pour être hospitalisé au niveau des établissements graves encore. Donc, dans un premier temps, on va dire qu'il faut là. Ça, on l'a toujours dit. Oui, mais on a écouté. Oui, on le dit toujours, mais on n'est pas toujours écouté. Il suffit écouté. de sortir de chez vous pour se rendre compte qu'on ne nous écoute pas. Écoutez, les gens ne portent pas leur bavette, ils continuent à se rassembler. Parce qu'à force de taper sur le clou, j'espère par faire... Il faut être vigilant parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et les jeunes se sentent un petit peu en sécurité. Il m'arrive de discuter avec des jeunes, de leur parler de vaccination. Ils me disent j'ai une bonne immunité, moi je ne suis pas concerné, j'ai une bonne immunité. Ça concerne plutôt les sujets âgés. Donc j'essaie de leur expliquer qu'avec ce delta, même les plein pied dans la campagne de vaccination qui est là, elle est présente. Pratiquement 2 semaines ici en Constantine. Donc, mais déjà, ce vaccin, c'est un geste civique d'abord. Certainement. Voilà. Et on encourage les gens à faire c'est ça ce qui est dommage. Ouais. Beaucoup de choses fausses ont été dites. On prend l'exemple de la stérilité. Le vaccin rend stérile. Ça fait combien de mois qu'on a commencé à vacciner? 7 mois, 8 mois. Une grossesse dure 9 mois. 9 mois au moins. Et comment savoir que le vaccin rend stérile? Bon, c'est une part. C'est pour plaisanter. Beaucoup de fausses. Il y a beaucoup de choses qui sont sur les réseaux sociaux et sont en train d'avaler et d'y croire. C'est dommage. Ce qui peut porter préjudice à la vaccination, c'est le temps où c'est fabriqué. Alors, dans vos émissions, je l'ai dit, je le répète, ces types de... On travaille sur ces types de... Les processus, les process mis au point. Ouais. On savait depuis plus de 10-15 ans qu'il fallait que le coronavirus éviter de tomber malade, éviter d'avoir des formes. On savait déjà tout ça avant la Covid-19. Très bien. Pour faire le vaccin, il fallait le génome du virus. C'est tout. Quelle partie? Il fallait pour avoir une protéine S contre ce génome, cet ARN a été à disposition en janvier 2020 pour les Chinois. Et à partir de là, en quelques jours, c'était prêt. Il fallait faire quelques essais. Les animaux ensuite, essais cliniques qui avaient été avec d'autres virus, technologies. Cela explique le temps record, une année à peu près, qui a été mis pour la fabrication de ce vaccin. C'est vrai que, parce que ça a été fait rapidement, ça fait peur. Ça fait peur. Mais c'est ça. Il faut dire aussi que on n'avait pas les mêmes données technologiques, la même poussée scientifique, et puis aussi, on n'avait pas aussi les moyens de communiquer. Il faut dire que là, il faut rendre hommage aux scientifiques chinois qui ont donné. Et ça, je crois que c'est le plus important, ce qui a amené à avoir rapidement un vaccin efficace. Tout à fait. C'est ça. Les Chinois qui ont mis à la disposition de la communauté scientifique internationale la séquence complète, après séquençage du génome, donc de l'ARN du coronavirus. Quand vous avez la séquence complète, vous faites ce que vous voulez après. Vous pouvez injecter ce que vous voulez pour avoir les protéines que vous voulez. Donc, le vaccin, quel que soit son origine, ou anglais ou américain, bon, parce qu'il y en a plusieurs, mais il est efficace. Le vaccin. Le vaccin. Pour rassurer les gens. Écoutez, le vaccin vous évite, dans presque 100% des cas, la mort. Moi, je crois que la chose la plus importante, c'est la vie. Si on nous donne un produit, on nous injecte un produit qui nous évite de mourir et qui nous évite d'avoir des formes graves, je crois que c'est déjà très important. Ça, il faut que les gens le comprennent. Beaucoup vous disent, oui, on a été vacciné, mais on est tombé malade. On est tombé malade peut-être d'accord, puisque le vaccin ne protège pas, mais on fait des formes bénignes. Et c'est ça.
il y a certains vaccins qui évitent justement de tomber malade, certains évitent. On peut ne pas tomber malade. Comme on peut tomber Comme on malade, peut tomber malade, on mais fait faire une une forme forme bénigne. bénigne. Voilà. Moi, je crois que le plus important, Linda l'a bien expliqué, nous évite d'aller à l'hôpital, de faire des détresses respiratoires. Et il faut dire C'est aussi, ça le plus important. et Linda est là, je crois, pour nous confirmer que les gens qui sont vaccinés, vous, à l'hôpital, vous n'avez pas reçu de gens vaccinés. Pour le moment, non. Pour le moment, non, oui. Pour le moment, on n'a pas reçu de gens vaccinés. C'est important. C'est Oui. très important Oui, de oui. ceux qui sont vaccinés évitent l'hospitalisation. Exactement. C'est oui, déjà oui. un grand pas, je pense. Bien sûr. Tout à fait. Et en parallèle, donc, on connaît donc, certains de nos amis donc, qui se sont vaccinés, qui ont fait donc, la Covid donc, pour la deuxième fois. Et ce qui est rassurant, justement, c'est qu'ils ont fait des formes banales. Un type de courbature, un type de céphalie, c'est une forme banale. Donc, c'est une... l'impression qu'on a fait une petite grippe. Petite fatigue. Une petite fatigue. Donc, dans la base du traitement, c'est un comprimé de paracétamol et un peu de vitamine C et tout rentre dans l'ordre. On a besoin d'hydroxychloroquine, Tout ni à plus fait. besoin de Zitromax. Exactement. Voilà. Juste un petit repos. Donc, c'est l'équivalent d'une petite grippe, donc banale. Hein. Donc, Bon, les gens de l'hôpital nous confirment que bien, ceux qui sont vaccinés ne rentrent pas à l'hôpital. C'est déjà, je crois, la plus grande satisfaction du vaccin. Oui, l'émission précédente, je vous avais dit mes confrères. Oui. Au niveau de puisque l'Institut Pasteur, si vous voulez, un petit peu, on travaille avec pas mal en matière de Covid. Ils nous acheminent et je vous suis ravi. Je leur ai dit quel est le profil des malades hospitalisés. Est-ce qu'ils sont vaccinés ou presque 98% des malades qui ont été hospitalisés, presque, hein, ne sont pas vaccinés. Ils ont vu 1, 2 ou 3 malades. Vous dire l'avantage du vaccin. C'est énorme. C'est énorme, oui. C'est C'est énorme. 99% vous ne rentrez pas à l'hôpital, c'est très c'est efficace. déjà pas mal. Je ne sais pas si ils savent ce que c'est une détresse respiratoire. Pouvoir respirer. J'imagine que ça doit être atroce. Oui. Bien sûr. Donc il n'y a pas. Alors c'est pas respirer, et aller à l'hôpital et ne pas trouver Pas trouver d'oxygène. de place. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a une forte demande de concentrateurs d'oxygène, de bouteilles je sais pas. Mais les gens demandent de l'oxygène et Oui. ils en ont besoin. Tout à fait, oui. oui. Et là, est-ce que vous en avez pour tout le monde? Certains on peut être saturé, on peut donc satisfaire les besoins, c'est clair, oui. C'est pour ça qu'il faut éviter d'aller voir Linda. Tout à fait, oui. Et pour ne pas voir Linda, il faut faire le vaccin. Tout à Voilà. fait. Il faut respecter les mesures barrières. Voilà, certainement. c'est deux choses. Mais il faut dire que, il faut dire aussi que quand on est vacciné, on n'est pas immunisé à 100%. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à respecter. Oui. Pour les gens qui sont sensés, qui sont sages, les gens sensés et sages continuent à porter la bavette, pas pour se protéger, mais pour surtout protéger les autres. Oui. Parce qu'ils peuvent véhiculer le virus. Vous voyez? Et il y a une question qui revient aussi souvent, Smaïl, c'est quel vaccin doit-on faire? Jusqu'à présent, on nous pose la question, j'ai le choix entre l'AstraZeneca et j'ai le choix entre l'AstraZeneca et le Novavax. Les vaccins se valent. Les vaccins se valent. C'est des techniques qui sont différentes. L'AstraZeneca, c'est un vaccin à vecteur, c'est-à-dire c'est de l'ARN qui est injecté par le biais d'un Oui, vecteur. mais ça pas évident pour vous dire, bon, c'est l'ARN, pour nous c'est du chinois. Il faut expliquer que la façon de vacciner ou la façon de fabriquer ce vaccin est différente seulement, mais le but, l'objectif est le même. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire ARN? l'objectif de la vaccination, c'est de faire fabriquer par l'organisme des anticorps qui vont bloquer la protéine S, les spikes, ce qui est à la surface du virus. On appelle ça les spicules. Parce que c'est par l'intermédiaire de ces spicules, Donc ça veut dire, alors que si je schématise, bon, le virus est là, est rond avec les petits... avec des pointes. Voilà les pointes. C'est pour ça qu'on appelle coronavirus, c'est comme une couronne. Très bien. Alors, les pointes, c'est quoi exactement? Les pointes, ce sont des protéines qui vont lui permettre de s'attacher Très bien. à son C'est récepteur. comme s'il avait des mains pour s'agripper. Tout à fait. Voilà. Spike, c'est Spicule, c'est les pointes. c'est les pointes. Voilà, c'est juste pour expliquer. Parce que, Donc, voilà. c'est par l'intermédiaire des pointes que le virus se fixe sur les récepteurs cellulaires. Si on lui enlève ses mains, il ne pourra pas s'agripper. Si on les lui enlève ou si on les lui bloque. D'accord. Alors, le but de la vaccination, justement, c'est de faire fabriquer par l'organisme des anticorps
qui vont bloquer ces pointes Voilà. pour que le virus ne puisse pas se fixer. Certains se fixeront. C'est pour ça qu'on a parfois des formes minimes. Bénigne. Mais souvent, ils ne se fixent pas et on n'a absolument rien du tout. Très bien. Ça, là. Donc, on revient à l'ARN. Moi, je voulais juste des explications. Moi qui ne suis pas scientifique, je veux comprendre, c'est tout. Voilà. Alors, l'ARN, c'est le génome, c'est le patrimoine génétique. L'ARN, quand l'ARN du virus est dans le cytoplasme de la cellule, ce qu'il faut savoir, c'est que le virus ne peut pas se multiplier tout seul. Il est incapable de se multiplier tout seul. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous, il a besoin de nos cellules. Il injecte son ARN dans nos cellules et les cellules, à partir de cet ARN, vont fabriquer de nouveaux virus. Voilà. Donc ce sont nos cellules qui vont travailler pour les virus. Mais D'accord. C'est nous qui fournissons Tout le matériel et tout le tout matériel. Lui, il nécessaire. vient, il s'agrippe, il bouffe, là, il se multiplie. Voilà. C'est pour expliquer. D'ailleurs, on emploie le terme de parasite. Oui. Ils nous parasitent. Les virus nous Parasiter quelque chose, c'est... ils nous parasitent. Voilà, ils tirent profit de nos cellules. Donc, les vaccins à ARN, on a coupé la partie de l'ARN qui va permettre la fabrication que de la protéine S, pas du virus entier, puisqu'on veut faire fabriquer par l'organisme des anticorps anti-protéine S. Donc, on va injecter que cette partie dans notre organisme. Donc, cette petite partie d'ARN va être lue par nos cellules et va fabriquer que de la protéine S, pas du virus entier. D'accord. Et quand on va avoir de la protéine S qui va être fabriquée dans notre organisme va se défendre, Bien sûr. parce que c'est un corps étranger, cette protéine S, et va fabriquer des anticorps anti-protéine S qui vont nous protéger d'une ultérieure contamination. Le vaccin chinois, c'est différent. Ce n'est pas un virus qui est atténué, c'est un virus qui est tué, inactivé. D'accord. Inactivé qu'on injecte. Et là, on va avoir plusieurs anticorps qui vont nous protéger contre le virus, mais surtout contre la protéine S aussi. D'accord. Ça, c'est... oui, vous le rajoutez. Alors, j'aimerais dire une chose, Oui. parce que là, il y a une grande confusion. Certaines personnes veulent savoir si elles sont immunisées ou pas. Elles veulent savoir si le vaccin est efficace ou pas. Et là, j'insiste, il ne faut pas faire une sérologie classique, IgG-GM. Il faut rechercher des anticorps anti-protéine S. D'accord. C'est très important. Ben, Je il faut répète, dire aussi qu'il y a une analyse qui s'appelle protéine S, anticorps anti-protéine S voilà, qu'on peut faire qu'on peut faire. pour voir à peu près le taux de fabrication des anticorps. C'est ça. Si à vous peu près. permettez, je vais aller un petit peu plus loin. Oui, bien sûr, bien sûr. Au contraire, c'est pour ça qu'on vous invite, c'est pour nous expliquer, pour nous éclairer un peu. Les personnes qui ont été vaccinées avec des vaccins ARN, par exemple Pfizer, AstraZeneca, Moderna et Sputnik. Sputnik. Donc ces personnes ne vont développer que des anticorps anti-protéine S. Ces personnes se font vacciner normalement. Et beaucoup m'ont posé la question, ils vont faire une sérologie classique, elle est négative. Ils vous disent, je ne comprends pas, j'ai fait le vaccin, mais j'ai une sérologie négative. Je leur explique qu'il faut qu'ils fassent une recherche des anticorps anti-protéine S. Et quand ils la font, là, ils la trouvent positive. Parce qu'on nous a injecté un fragment d'ARN pour avoir que des anticorps anti-protéine S. Parce que ce sont eux qui vont bloquer les spikes, les pointes du virus. D'accord. Ok. Là, et sinon, si on fait le classique, C'est négatif. c'est né. Pour les vaccins ARN, pas pour les vaccins chinois. D'accord. Donc, si on fait les deux Sinovac ou Sinopharm, on va trouver la protéine On peut S. trouver la protéine négative. S et la sérologie classique positive, parce que là, on nous a injecté tout le virus. Très bien. Donc voilà, une explication au moins pour savoir, parce que certains vous disent, moi, j'ai fait le test, j'ai fait la sérologie, et puis elle est négative, les signes d'explication, mais il ne trouve rien s'il fait une sérologie. Ça, c'est autre chose. Je vais sauter. Ça, c'est un combat de la part des virologues avec les praticiens. Je vais sauter un petit peu pour essayer de résumer la situation. Les personnes qui travaillent dans les services où il y a des risques de sida, qui se blessent par des praticiens, des infirmiers, se blessent avec une aiguille, il va le lendemain faire une sérologie pour voir s'il a développé des anticorps ou pas. Alors que quand on contracte un virus, quand on est contaminé, il faut en moyenne 1 mois à 2 mois pour que l'organisme développe des anticorps. Et pendant 1 mois, les sérologies sont négatives. Si vous faites une sérologie demain sur le lendemain
vous allez trouver une sérologie négative, vous allez dire, ah, Je suis très pas bien, touché. je n'ai rien eu de maladie. Pour le Covid, après les là, le test antigénique positif, c'est très récent, la sérologie sera très probablement négative. Négatif. On va se reposer un peu. On va écouter une chanson au moins pour souffler parce que je sais qu'on a trop de Covid, du manque d'oxygène. Moi, le temps qui nous chanson, donc c'est juste pour que c'est prévisible. Si c'est prêt, on va allez, on va écouter en plus nos amies tunisiennes qui vont nous chanter juste le temps de caler la chanson. Mais bon, on va aller un peu loin peut-être pour expliquer tout ce qui est autour de la Covid. La situation, il faut dire qu'elle est grave. Il faut tout faire attention et il faut surtout aller se faire vacciner. Pendant, on écoute une chanson et on revient. Et voilà, après bien, nous revenons continuer à parler d'abord et de la Covid et de cette vague qui n'en finit pas, même si elle est en décrue, et puis surtout de la nécessité de se faire vacciner. Je le sais, beaucoup de gens sont récalcitrants. Personnellement, on ne s'explique pas pourquoi, parce que tout est évident. C'est prouvé, le vaccin vous empêche d'aller à l'hôpital, donc il faut aller se faire vacciner. Tous les vaccins sont fiables, leur origine, c'est ça ce qu'on a dit, n'est-ce pas Faudel?
ce soit la forme classique ou la forme ARN, comme vous dites. Hein, mais toujours est-il que le vaccin vous permet de ne pas faire des formes et éviter d'aller à l'hôpital. Tout à fait. Donc, encourager les gens, qu'est-ce qu'on pourrait un moyen de les convaincre, Linda? Bon, le seul moyen de les convaincre, c'est, je me dis, il ne faut pas être égoïste, non. En se faisant vacciner. On ne va pas se protéger uniquement nous-mêmes, mais on va protéger nos parents. Donc, vous savez que donc, la plupart de la population, c'est des personnes qui présentent des comorbidités. Donc, la plus grande partie donc, de la population est hypertendue et diabétique, donc dans nos parents, donc nos propres parents. Donc, en se faisant vacciner, on ne va pas se protéger nous-mêmes, mais on va protéger nos parents, nos chers. Donc, comme l'a dit donc, M. Faudel tout à l'heure, il n'y a pas plus cher que la vie. Oui, la vie, donc, elle est... Oui, elle n'a pas de prix, elle n'a pas de prix. Donc, je me dis, allez vous faire vacciner. Il y a un temps que le vaccin était tellement quelque chose de rare. C'était pas aussi disponible maintenant. Ah donc, oui, bien sûr. Maintenant, il est en train de fournir donc, des efforts donc, énormes donc, pour essayer justement de couvrir donc, le maximum de taux de vaccination donc, au sein donc, de la population, étant donné qu'il est disponible. Et puis, donc, il n'y a pas plus de bureaucratie. Donc, on va directement avec Tout à fait. Un certain temps, donc, il fallait s'inscrire sur une plateforme et attendre donc, le temps d'être donc, appelé. Maintenant, donc, tous les centres donc, sont dotés de centres de vaccination. Donc, il suffit juste donc, de se présenter et on peut faire donc, notre vaccin donc, très à l'aise. Et puis, le jour même. Et surtout, ça va aider les médecins à l'hôpital. C'est là le point. Ça va alléger donc, la pression donc, le personnel de santé. Et puis, par la même occasion, donc, je saisis l'occasion justement donc, pour encourager donc, encore le personnel de santé. Parce qu'il ne faut pas oublier que le personnel de santé est le premier à être confronté donc, à cette pandémie. Lui, donc, il reçoit donc, les personnes donc, contaminées. Donc, je les encourage donc, vivement à aller donc, se faire vacciner. Donc, toute la population, pas seulement, c'est tout le monde qui doit aller se faire vacciner parce que c'est important. Exactement. Ça va d'abord stopper l'évolution de la maladie. Et pourquoi c'est important de se faire vacciner? Parce que déjà, si on prend les exemples de certains pays en Europe comme l'Islande ou l'Angleterre qui ont pratiquement vacciné 90% de la population et ils n'ont pas évité la vague. Oui. Là, ça fait les affaires, ça range les affaires des vaccinosceptiques. Oui, si on prend le cas de l'Islande particulièrement, l'Islande se croyait à l'abri définitivement. Il y a d'autres pays aussi, il n'y a pas que l'Islande, se croyait à l'abri. Ils avaient vacciné pratiquement à 100%. Parce que, bon, plus de 80%, plus de 80% de la population. Donc ils pensaient avoir atteint l'immunité collective. Et à partir de la fin mai, à partir du mois d'avril, avril-mai, il y a eu un rebond. Donc il y a eu un rebond. Et les vaccinosceptiques ont sauté sur l'occasion pour dire voilà, le vaccin finalement ne marche pas. Et effectivement, il y a eu un rebond, il y a eu des recontaminations, il y a eu des contaminations. Même quand ils ont atteint des pics records. Ils ont effectivement atteint des pics records de contamination. Ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, le Delta, de par sa rapidité, a contaminé les personnes qui n'étaient pas vaccinées. Il y a eu rapidement une augmentation des cas, a contaminé les personnes qui étaient vaccinées mais qui ont fait des formes légères. Très légères. Mais ça a été considéré comme donc, des cas positifs. Mais ce qu'il faut dire, et ce que les vaccinosceptiques ne disent ne veulent pas dire, c'est qu'il n'y a pas eu de mort. C'est 0 cas. 0 mort. Voilà. 0 mort depuis le mois de mai. Et là, je crois la chose la plus importante à souligner, c'est qu'il n'y a pas eu de décès. C'est ce qu'on veut éviter, le vaccin. C'est pour qu'il n'y ait pas de décès, pas pour qu'il soit prémuni de la maladie. À la limite, je vais dire, on s'en fout qu'il tombe malade, mais qu'il ne meurt pas. C'est l'essentiel. C'est la raison d'être, c'est de pouvoir vivre. Si on me propose un produit qui m'évite de contracter un virus qui peut me tuer, moi je crois que j'y réfléchirai pas à deux fois. Oui. Mais tout à l'heure vous avez posé une question, Smaïl, vous avez dit qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut que les médias aussi montrent des images chocs, des témoignages. Je connais un commerçant que je vois depuis très longtemps. Voilà, on va dire régulièrement. Depuis la Covid, depuis que le vaccin est disponible ici en Algérie, qu'il est facile d'accès. C'est un type c'est un monsieur qui est plus âgé que moi, qui est diabétique, qui est taré, qui a beaucoup de pathologies. À chaque fois que je le vois une fois par mois, je lui dis fais-toi vacciner.
Il me trouve des excuses à chaque fois. Ouais, le coiffeur a dit, mon ami a dit. Voilà, tout le monde, il trouvera toujours quelqu'un pour Je ne l'ai pas vu donc depuis un mois et je l'ai vu là il y a 2 jours dans un état critique. La première question que je pensais qu'il avait fait un accident de la circulation, je lui dis qu'est-ce que tu as? Il m'a dit j'ai contracté la Covid et j'aurais dû t'écouter. Il m'a dit j'ai failli y laisser ma bombe. Il a dû perdre 20 kilos. Il m'a dit je n'ai jamais. Il m'a dit je n'ai jamais été aussi malade de ma vie et jamais je n'aurais pensé que ça pouvait être aussi dur. Il a été hospitalisé 2 jours, heureusement pour lui. Il avait énormément de problèmes à l'hôpital, surtout d'oxygène. Il a réussi à donc avoir de l'oxygène chez lui, mais il s'en est sorti par miracle. Mais c'est important de dire qu'il a regretté. Il a regretté. Il m'a dit j'aurais dû t'écouter. Ouais, et voilà, il faudrait que peut-être des gens comme ça parlent, disent, nous font vivre leur expérience pour convaincre ceux qui hésitent encore. C'est vrai que beaucoup... On a vu l'un des plus grands récalcitrants, c'est un Américain, qui sur son lit de mort a dit... J'aurais dû me faire vacciner. Oui. Voilà. Donc c'est important. Oui. Les regrets ne servent à rien une fois mort. Ah, oui. Tout à fait. C'est trop tard. Plus, on n'a rien quand on se fait vacciner. Vous avez vu des gens vaccinés, qu'est-ce qu'ils ont eu? Au pire des cas, ils ont fait une petite Covid. On s'est fait vacciner nous-mêmes. Où ça la Oui, rien du tout. Rien du tout. Non, et puis si on prend déjà 8 mois de recul, c'est déjà pas mal, il n'y a rien. Parce que les vaccins, quand il y a des problèmes, c'est au début. Ouais. Il y a 8 mois de recul. Il n'y a pas d'effet secondaire grave, il n'y a rien. Il n'y a pas d'accident. D'accident, à part la réaction vaccinale qui est tout à fait normale. Réaction cutanée, petite... Pour tout vaccin d'ailleurs, donc c'est une réaction qui est commune à tous les vaccins. Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'inquiète encore, personnellement, c'est que les gens ont tous un carnet de vaccins pour leurs enfants. Le BCG, la rougeole, la varicelle. Et ils sont très sérieux. Hein. Ils sont très sérieux. Ils sont à cheval sur le carnet de vaccins de leurs enfants. Ouais. Mais pour le vaccin de la Covid, il faut leur expliquer que c'est la même chose, Faudel. Oui, bien sûr. La vaccination, grâce à la vaccination, on a déjà éradiqué la variole. On est sur le point, l'Algérie a éradiqué la poliomyélite. Oui. On est sur le point mondial d'éradiquer la poliomyélite. Donc il y a un avantage, il y a des avantages qui sont là, qui sont prouvés. Tous ces fax news concernant la Covid, de tout le temps, depuis le début de toutes les vaccinations, il y a eu des vaccinosceptiques, des gens qui étaient contre la vaccination. Et c'est avec le temps qu'on se rend compte qu'ils avaient tort. Il faut vacciner si on veut prémunir, si on veut préserver nos vies, il faut se faire vacciner. Important. Et on l'a fait il y a 8 mois, on est toujours là. Il n'y a pas de cornes qui sont sorties, il n'y a rien du tout. Oui, je valide. On est toujours là. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'ils disent dans quelques années, ça va faire... on n'est pas encore, on ne sait pas. On ne sait pas. Le vaccin a même pas une année. Même pas. Mais pourquoi on se projette sur quelques années sans avoir de preuves scientifiques? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Alors qu'on risque de mourir au bout d'une semaine. Tout à fait, d'un accident ou bien d'autres choses. Écoutez, Smaïl, si vous me dites, je vous propose, scientifiquement, vous me prouvez que dans 2 ans, je risque de mourir si je fais le vaccin. Je préfère prendre le risque. J'ai au moins 2 ans de garantie de vie. Ouais. Parce que si je ne fais pas le vaccin, si je fais le vaccin qui va me tuer dans 2 ans, je prends ce risque. Mais si je ne me fais pas vacciner, qu'est-ce qui me prouve que demain, après-demain, je ne vais pas être contaminé et que je vais passer de vie à trépas? Non, il y a des choses qui sont dites qui sont insensées. 2 ans, c'est insensé. Non, mais c'est vrai qu'on écrit n'importe quoi. Puis scientifiquement, il faut des preuves. Tout à fait. Pour avancer des choses, il faut des preuves scientifiques. Oui, mais on vous trouvera certains arguments que je ne sais pas d'où ils sont tirés. Mais il faut dire qu'il y a un combat médiatique extraordinaire contre le vaccin. Je ne sais pas pourquoi. Ça a de tout temps été comme ça. De tout temps. Aucune campagne de vaccination. Ça a commencé en 1847. Aucune campagne de vaccination n'a eu la vie facile. Aucune. Pourtant, on s'est accommodé avec le vaccin anti-grippe. On le fait régulièrement, d'une manière, je dirais, automatique. Tout à fait. Pourquoi on accepte le vaccin anti-grippal? Je ne sais pas, vous avez une expérience. La grippe est une maladie ancienne, les gens connaissent, ils sont rassurés. Le vaccin est ancien. Ouais. Là, c'est nouveau. C'est le fait que ça soit nouveau et que le vaccin, les premiers arguments sont le vaccin a été trop rapidement fabriqué. Ouais.
C'est le principal argument. Il faut dire que c'est tant mieux, pas tant Bien pire. sûr. Oui, certainement. Oui. Tant Tant mieux. mieux pour nous, exactement. Alhamdoulilah, il dit qu'un Alhamdoulilah. vaccin, c'est mieux Bien que... sûr. Mais qu'un, je sais pas. Ouais. Tout à fait, oui. Donc voilà, bon, d'où la nécessité d'aller se faire vacciner le plus rapidement possible, puisque certains pays sont déjà pour la 3e dose. Expliquez-nous pourquoi d'abord il y a une 3e dose pour les gens âgés de plus de 40 ans. Fadel, peut-être que ça c'est votre domaine. Alors on se rend compte que les premiers vaccinés, ceux qui ont commencé à se faire vacciner au mois de janvier, février, mars, on s'est rendu compte que leur taux d'anticorps diminuait. Très bien. Donc leur taux d'anticorps diminuait avec le temps. Mais que ces personnes étaient toujours protégées contre les formes graves et contre les décès. Mais qu'ils risquaient plus de faire une Covid parce que leur taux d'anticorps diminuait. Donc se pose la question de booster un petit peu l'immunité en proposant une 3e dose. Les États-Unis ont opté pour cette 3e dose, certains pays ont opté pour cette 3e dose, surtout chez les sujets âgés, etc., pour booster l'immunité, mais là ça pose un problème d'éthique. L'OMS est contre cette 3e dose parce qu'il y a un problème d'éthique. L'OMS dit, comme vous proposez de donner une 3e dose à des gens qui ont déjà reçu 2 doses, alors qu'il y a des pays qui n'ont reçu, la dose qu'il faut. Il y a des gens dans des pays qui n'ont même pas été vaccinés. En proposant une 3e dose, vous allez enlever des doses à des personnes qui nécessitent leurs 2 doses. Alors il y a ce problème d'éthique qui se pose. Problème d'équité entre les peuples et surtout de prévention. C'est une prévention mondiale, on va dire. Ouais. Voilà, mais scientifiquement, une 3e dose serait pour rebooster un petit peu l'immunitaire pour réaugmenter les anticorps qui nous protégeront. Les personnes qui sont sous traitement immunosuppresseur, immunodéprimées, elles nécessitent une 3e dose. Ça, il faut que les téléspectatrices et téléspectateurs le sachent. Ceux qui prennent des traitements, par exemple, pour des spondylarthrites ankylosantes, des maladies du système, il faut une 3e dose. Pour les maladies du système, pour les gens faibles, qui ont une immunité qui a besoin d'être testée, ceux qui font des séances de chimiothérapie, je pense. Il faut une 3e dose. Voilà, il faut une 3e pour les personnes fragiles, âgées. Ouais. Mais déjà, il faut faire déjà la 1re dose. La 1re dose est déjà là, c'est un pas. C'est le premier pas. C'est le premier pas, Tout à fait. on va dire. Vous savez qu'on a remarqué que plus le nombre de cas augmente, plus les gens vont se faire vacciner. Plus il baisse, plus le nombre de... Ça va, c'est de... Voilà, ça va de pair. parallèle, ça va de pair, oui. Ouais. Oui. Et continuer il faut continuer, notre rôle, nous, c'est de continuer à se battre. Ce vaccin puisse se faire dans les meilleures conditions. Linda l'a très bien souligné. Au début, la campagne de vaccination a commencé était timide, oui. Bon, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vaccins. On recevait les lots par petite quantité, donc il fallait quand même privilégier les gens exposés. exposés. Et puis par rapport à la difficulté de l'acquisition du vaccin, donc, justement. C'était pas aussi disponible. C'était pas aussi disponible, donc c'est pas comme maintenant. Il n'y a plus d'excuses. Tout à fait. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses. Donc la polyclinique la plus proche, donc vous pouvez vous présenter, vous pouvez vous faire vacciner et vous dans serez donc très rappelé. peu de temps, il y aura même les officines de pharmacie qui vont faire ça. Qui vont le faire, Voilà, exactement. Donc il n'y a pas plus facile que ça. Voilà, ça va grandement aider la population. Voilà. Faudrait-il encore les convaincre? Allez, une petite pause publicitaire, puis nous continuons notre débat. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les matins. Voilà, donc on parle toujours du vaccin pour éviter cette maladie. Le nombre de gens vaccinés est toujours en deçà, il faut dire. Il faut augmenter parce que plus on est vacciné, plus le nombre est important, plus on a de chances de stopper la maladie et surtout, pour éviter cette 4e vague que l'on attend, qui va sûrement venir parce qu'elle est déjà en Europe, Faudel. Donc il faut dire qu'elle est
incroyable, il faut dire. En fait, oui, c'est le Delta en Europe qui est à l'origine de cette 4e vague. Nous y sommes en plein dedans, notre 3e vague. L'avenir, Personne ne le sait, mais il y a 3 scénarios possibles, 3 possibilités. Le premier, c'est l'extinction du virus. C'est la moins probable. c'est la moins probable. C'est la moins probable. Deuxième possibilité, c'est qu'il y ait encore des mutations. C'est ce qui nous inquiète le plus. Et notre grande crainte, c'est qu'il y ait des mutations qui font que le virus échappe au vaccin. On prie Dieu pour qu'il n'y ait pas ce type de mutation. Et la 3e possibilité, c'est que ça devienne un virus saisonnier, un petit peu comme la grippe. Il va provoquer des petits rhumes. Et je pense que c'est la possibilité la plus probable. Même si on l'a vu, il est là, hein, il est venu en hiver, au printemps, en automne, en été. Il va s'éteindre doucement et il va rester un petit peu comme le virus grippal. À cause des petites mutations, il va rester comme le virus grippal. Et il va provoquer des rhumes saisonniers, des maladies saisonnières, à mon avis. Oui, bon, ça, oui, mais bon, là, seul l'avenir nous le dira. Mais pour préparer les autres fois qu'il faut être vacciné, Ah oui, oui. ça c'est important. Oui. Bon, la question qui revient le plus, combien de temps faut-il attendre pour se faire vacciner après une maladie? Bon, par exemple, vous allez chez Linda, vous vous faites hospitaliser pendant quelques jours, vous sortez. Certains vous diront, moi je suis immunisé, c'est bon. Alors que c'est pas bon, c'est pas ça, non. Il y a une certaine immunité, mais combien de temps je dois laisser passer pour aller me faire vacciner? Allez, après une infection, il faut attendre, quand on a fait une bonne infection, prouver. Hein, il faut qu'il y ait un test antigénique positif ou bien une PCR positif. Il faut qu'on soit sûr qu'on ait fait le Covid d'abord. Donc après une infection prouvée biologiquement, on peut attendre 3 mois. Après 3 mois, on peut entamer notre vaccination. Très bien. Une personne qui a fait sa première dose, ça arrive souvent. Ça arrivait souvent avec le Delta parce qu'il est très contagieux. Une personne qui a fait une dose et qui se contamine dans les 15 premiers jours doit faire sa 2e dose 2 mois après. 2 mois. D'accord. Et une personne qui a fait sa première dose et qui se contamine au-delà de 15 jours, on considère que la contamination fait office de 2e dose. Très bien. C'est pour ça que certains sujets, on leur dit faites une seule dose. Voilà, je répète, donc une personne qui a été vaccinée et qui fait l'infection dans les 15 jours qui suivent la vaccination, elle doit faire une autre dose, sans rappel, mais 2 mois après. D'accord. Mais une personne qui a été vaccinée et qui a fait son infection au-delà de 15 jours, on considère que cette infection est équivalent à la 2e dose. Fait là, fois de 2e dose, et là, il n'est pas nécessaire de vacciner, mais par précaution, on dose après. Ah oui. 1 mois après, les anticorps antiprotéines S. On dit toujours, moi je vais faire d'abord une sérologie avant d'aller me faire vacciner ou je vais faire un test. Est-ce que c'est... Bon, c'est souhaitable. Hein. Mais c'est pas automatique. Si on a été contaminé ou pas. Parce que si on a été contaminé, on fait une seule dose. Si on n'a pas été contaminé, on fait 2 doses. Donc il est préférable de savoir, à mon avis. Voilà, même si on n'a pas de signe clinique, bon. Il y a eu beaucoup de formes asymptomatiques. Hein. Pas parce que, vous savez, bon, je peux avoir la Covid, faire une sérologie qui est négative et je vais me faire vacciner. Ça peut arriver. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Qu'est-ce que je dois faire? Vous avez eu la Covid? J'ai eu la Covid, mais je fais par exemple une sérologie négative. Donc qui ne montre pas. Est-ce que je fais... Vous êtes candidat à la vaccination. Vous n'avez pas développé d'anticorps. Vous êtes un candidat potentiel à la vaccination. Il faut justement avoir des anticorps après la Covid. Alors certains posent aussi des questions sur l'interactivité du vaccin avec d'autres maladies, d'autres médicaments, d'autres vaccins peut-être. Pour l'instant? Bon, entre 2 vaccins, il est préférable entre 15 jours et 3 semaines, par exemple le grippal ou un autre vaccin. Il faut toujours attendre une période de 3 semaines à peu près. Je pense que la seule contre-indication valable contre la vaccination contre la Covid, c'est l'allergie à un des composants du vaccin. C'est-à-dire que si dans le passé, on a fait, à la suite d'une injection, d'une vaccination, une allergie, il faut faire très attention. Sinon, il y a pratiquement contre-indication. Ça veut dire qu'il faut aller se faire vacciner, on est tranquille du moment que... Il faut profiter du moment qu'on n'a pas de virus, on n'est pas contaminé, il faut mieux... C'est le meilleur moment pour se faire vacciner. Certains aussi vous disent, il ne faudrait peut-être pas confondre, si je fais, par exemple, si je fais le vaccin chinois,
par exemple Sinovac, le deuxième, si je fais un autre vaccin, par exemple un vaccin ARN par exemple, certains disent ça. Et beau question. C'est une bonne question. Des essais ont été faits hein, de mélange de vaccins. Ouais. Des essais ont été faits. Il me semble que Sputnik a proposé d'alterner Sputnik avec un autre vaccin dont je ne me rappelle plus très bien du nom. Il y a des espoirs que ça provoque une meilleure réponse des anticorps, antiprotéines S. Bon, mais on propose ces solutions quand il y a une rupture, par exemple, de la deuxième dose du vaccin qu'on a fait pour la première fois. Mais il est préférable, pour l'instant, de faire le même vaccin, c'est-à-dire quand on a fait... Ou du moins la même famille. Voilà. Par exemple, si on a fait le Sinovac, on peut, à la limite, mieux faire le Sinovac comme rappel. Mais sinon, je vais faire le Sinopharm au cas où je ne trouve pas. Parce que si on prend le Sputnik, par exemple, ce n'est pas du tout les mêmes dosages. Le premier, le deuxième et le rappel. Oui. Donc il est préférable, si on se fait vacciner par du Sputnik, de faire le même vaccin. Mais déjà, aller se faire vacciner, c'est le premier. Ah oui, ça on n'arrête pas de dire. Rien à dire. Oui. Linda, tu veux rajouter quelque chose avant d'écouter une autre chanson? Bon, je rejoins ce qu'a dit monsieur Faudel, justement. Donc, par rapport à la vaccination, donc, on en a parlé, on en parlera jusqu'à atteindre, Inch'Allah, l'immunité collective, parce que l'objectif actuellement, c'est de reprendre une vie normale quand même. Ça fait plus d'une année et demie, voire plus, qu'on est... on étouffe. On commence à étouffer. Alors, directement, il faut dire, on étouffe. On veut du moins reprendre une vie plus ou moins normale. Exactement. Pour reprendre une vie plus ou moins normale, il faut se faire vacciner. Continuer à observer cette distanciation qui est très importante. Tout à fait. Se laver les mains. Quand même, se laver les mains. Allez, on va écouter une chanson. Qui n'est pas encore là. Pour oui, bien sûr. Un exemple du lavage des mains. C'est l'exemple que je donne à mes étudiants. Le prélèvement a été fait. Le prélèvement sur le LD, un supermarché. Ils ont fait un prélèvement, ils ont fait des analyses. Et un prélèvement dans une cuvette de toilette. Je peux vous assurer, Smaïl, que la différence était monstre. Les cuvettes de nos toilettes étaient nickel parce qu'on faisait des détergents, de l'eau de javel. D'accord. C'était très propre. Il n'y avait pas de bactéries, il n'y avait pas de germes pathogènes. Mais je peux vous assurer, c'est une étude scientifique, je peux vous assurer que sur le caddie, c'était bourré, c'était plein de germes extrêmement pathogènes. Parce qu'on n'a jamais l'idée de nettoyer un caddie avec l'eau de javel. Alors, vous prenez votre caddie, vous rentrez à la maison, ou bien vous achetez du pain. À partir de votre caddie, vous prenez un morceau de pain, vous le mettez dans la bouche, vous êtes sûr d'attraper un microbe. Vous êtes certain d'attraper un microbe. Et là, le corps se défend, il provenait des fatigues. On le fatigue, parce que ça, c'est bien de... Vous dire, le lavage des mains est extrêmement... Si la cuvette des toilettes est plus propre et contient moins de bactéries, de virus, et puis... Notre exemple, rapidement, allez-y. Dans un pays africain ou dans certains pays africains, les toxications alimentaires, la mortalité infantile est très importante par rapport aux toxi-infections alimentaires. Alors, ils ont été dans un village où il y avait des cas de toxi-infection alimentaire. Ils ont divisé le village en deux. À une moitié du village, ils ont dit aux mères de continuer à préparer l'alimentation normalement. À l'autre moitié du village, ils ont donné du savon. Ils ont dit aux mères de se laver les mains avant de toucher les denrées alimentaires et de faire laver les mains par les enfants. La différence de se laver les mains avant de manger, la différence a été spectaculaire. Il n'y avait plus de décès dans la partie où il se lavait les mains avant, où il y avait du savon. Le lavage des mains, qui est un geste anodin, est très important pour sauver des toxines infections alimentaires, sauver de la Covid. Parce qu'on peut porter la main au visage et se contaminer. On l'a dit que les mains, c'était le premier facteur de contamination. Si vous touchez des objets, vous vous contaminez. C'est continuer surtout à se laver les mains. Très important. Prendre de l'alcool, le savon tout court, le savon tout court, quand on rentre à la maison, plus simple, le savon de Marseille. Le savon de Marseille qui est le plus basique. Et puis, voilà, c'est un détergent. Mais il faut continuer quand même parce qu'il faut éviter le contact. Il faut dire que
Est-ce qu'on va perdre cette habitude de se toucher la main, de Se faire la bise. De se faire la bise. Ça, on l'a C'est déjà oublié. perdu. Non, mais c'est bien. Ça serait bien. Eh, parce qu'après la Covid, il y a encore le virus de la grippe, il y a d'autres virus respiratoires. Donc la bise, on dépose plein de virus quand on est malade, quand on fait la bise. On dépose sur les joues de la personne qu'on a embrassée plein de virus. Et vous disiez toujours que c'est important de se laver le visage parce que lui aussi peut contenir. C'est important le visage. Bien sûr. Bien Parce que sûr. c'est un facteur aussi de contamination. Finalement, le virus, là, il est bien présent, il se plaît. En plus, on lui offre le gîte, il est bien hébergé. Voilà. On lui offre la possibilité de se multiplier. Ouais, c'est il est bien surtout ça. nourri. زوجناه ونحن له العرس وكله. Mais lui, il se plaît, mais nous, il nous fait des dégâts, il faut dire. Hein. Oui, oui. C'est important de freiner ça. Je sais que les mesures que vous prenez à l'hôpital sont vraiment draconiennes, Oui. mais ça ne suffit pas. Il faut toujours rester vigilant. Tout à fait, oui, oui, oui. Donc, on va rester vigilant jusqu'à ce que ça s'atténue, Inch'Allah. J'espère bien que ça va s'atténuer un jour. Parce que vraiment, enfin, je dirais plutôt, c'est pas la fatigue physique, au fait. Parce que la fatigue physique, on peut se reposer, mais c'est la fatigue morale, beaucoup plus. On ne sait pas où est-ce qu'on va. On ne voit pas le bout du tunnel. Ça va finir demain, ça va finir l'année prochaine, ça ne va pas finir. On va vivre avec. Dans quel état psychologique est le personnel paramédical et médical? Je ne vous cache pas, le personnel est vraiment épuisé. Il est épuisé physiquement, mentalement, moralement, quand on se dit que le personnel est en train de se donner à fond. Ils ont négligé leur famille, ils ont négligé leur santé, ils se sont négligés eux-mêmes pour se sacrifier. C'est notre rôle, c'est notre devoir avant tout. Mais en parallèle, avoir une population qui ne prend pas en considération tous ces efforts et tous ces sacrifices, ça nous fatigue, ça nous déprime quelque part. Parce qu'on se dit, à quoi bon de faire de tous ces efforts? C'est comme si on donnait des coups d'épée dans l'eau. Exactement, tout à fait, oui, oui, oui. Donc c'est pour ça que j'insiste sur quand même on demanderait plus de vigilance et plus de conscience de la part de la population. Aidez-nous pour qu'on puisse vous aider. Et le meilleur moyen de vous aider? C'est de se protéger et c'est de se faire vacciner. Ouais, parce que je sais que le personnel est quand même, on oublie des fois, ce n'est pas des robots. Tout C'est à des fait. êtres humains Exactement. qui ont un cœur, c'est pas par plaisir qu'ils regardent des gens souffrir. Tout à fait, Parce que exactement. je sais que le personnel qui est là, qui est présent, qui est autour des malades, c'est très éprouvant, c'est très fatigant. Tout à Parce qu'il fait. faut expliquer aux gens que c'est très difficile. Tout à fait, c'est clair, c'est démoralisant quand même passer des heures à l'intérieur de la Covid, donc au niveau des services, donc la Covid, pour prendre en charge des malades, c'est pas évident, hein, c'est pas facile de toute façon. Donc c'est monsieur Fodé, il peut le confirmer là, la charge virale, donc être exposé donc à des gens positifs donc pendant un bon moment, ils sont exposés eux-mêmes donc à ce danger. Donc on a eu beaucoup de cas positifs parmi les professionnels de la santé depuis le début de la pandémie. On a eu des décès même. Vous avez payé un lourd tribut, On l'a payé et on est en train de le payer encore. Surtout le mois de juillet, il a été meurtrier au sein de Tout à fait. Donc il y a eu une certaine période, donc je ne vous cache pas, donc, par rapport au personnel de santé qui se présentait au niveau de la médecine du travail donc, pour consultation, on avait atteint quand même un taux un pourcentage de positivité à 100%. Donc sur 40%, par exemple, sur 40 personnes donc, parmi les professionnels de la santé donc, qui viennent à la consultation de la Covid, donc c'est les 40 qui sont positifs. Où est-ce qu'on va aller? Donc le professionnel de la santé, quand il est positif, donc il va bénéficier d'un confinement. Eh oui. Alors s'il y a le confinement, c'est un absentéisme, donc on va le remplacer. Donc par qui on va le remplacer? Sachant qu'il y a d'autres services qui travaillent encore. Eh oui. C'est un centre hospitalier Il a universitaire. besoin de récupérer, Exactement. il a besoin de convalescence. Tout à fait. Et, il va prendre... Et ce n'est pas uniquement les 10 jours, donc il y a certaines formes banales. Heureusement pour eux, Ouais. donc 10 jours, donc ça suffit. Surtout et encore, ceux qui se sont fait vacciner, bon, ça va exactement, être très court. ils peuvent tenir le coup, ils peuvent reprendre quand même avec une petite asthénie. Mais pour les gens donc, qui présentent une comorbidité, donc c'est des gens qui vont aller donc à la prolongation de leur confinement. Et là, donc il y aura donc des répercussions donc sur leur activité, sur la prise en charge non seulement donc, des patients atteints de la Covid, mais aussi sur la prise en charge donc des autres patients. Comme l'a dit donc tout à l'heure donc Monsieur Faudel. Ouais. Qu'on le veuille ou non, on n'a pas que la Covid. On a des patients Des autres cancéreux, maladies, on a des accidentés, on a des urgences, donc on a des urgences vitales, on a des AVC, on a des IDM, on a d'autres pathologies qu'on est censé prendre en charge en dehors de la Covid. Donc préserver notre professionnel de la santé et donc notre grand souci.
Et donc c'est justement par la même occasion que je les invite à aller donc en masse, donc à se faire donc vacciner. Il ne faut pas se négliger. Voilà. Obligation. C'est une Ça, obligation. obligation. C'est devenu une obligation, certainement. Oui, en plus, le plus grand risque est de mourir. C'est ça le plus. Tout à fait. Quand on perd quelqu'un de cher, c'est toujours difficile. Exactement. Bon, je vais juste prendre 2 minutes pour présenter d'abord nos sincères condoléances à notre collègue Souheila Taleb qui a perdu son frère Hicham Taleb, Allah yarhamou, qui était un chanteur, qui était connu, artiste, et puis c'est une famille d'artistes, donc, et il nous a quittés avant-hier. Rabbi yarhamou, c'était un très 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 bon ami, et puis quelqu'un de jovial. Juste pour lui rendre hommage, on va écouter une chanson que l'on offre à sa famille au nom de toute l'équipe de la station régionale de Constantine. Hicham Taleb, Allah yarhamou. أنا حبيت الدنيا غيرك ما كان في بالي رميتك وانت ليا وغيرك ما يحلالي أنت حب وأمان أنت يا نور عيني ما زلتي شغلة
Voilà, Hicham Taleb, Allah yarhamou. Et puis en plus, c'était quelqu'un qui travaillait à l'hôpital avant d'être chef d'escale dans une compagnie aérienne. Il était dans votre service, même l'ORL, je crois. Oui, oui. Mais ça fait quelques années. Ça fait quelques années. Tout à fait. Rabbi yarhamou. On voulait juste lui rendre hommage parce que c'est quand même un artiste qui était bien applaudi. En plus, c'est une famille d'artistes. Hein. Son frère Bibi est Anaïtalo Bibi Menabil est un véritable gaucher, c'est un violoniste connu dans le Malouf Constantinople. Voilà, Rabbi yarhamou. Reste dans cette dernière partie de l'émission. Moi, parce que je crois qu'on a abordé pratiquement tous les sujets, mais on aimerait bien encore inciter les gens à aller se faire vacciner, les convaincre, parce que c'est important de se faire vacciner pour justement rester très loin de la maladie. Parce que la maladie, peut-être que, comme on le disait, il y a des gens qui l'ont faite, mais ils ne se sont pas rendus compte. Peut-être probablement moi aussi, hein, je ne sais pas. Mais c'est courant, hein, c'est les formes asymptomatiques. Et là, les gens, est-ce qu'ils doivent faire sérologie, pas sérologie, ou aller se faire vacciner rapidement, puis c'est tout. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent faire des tests ou aller se faire vacciner directement? Alors bon, je dirais le bon sens, c'est de faire un test avant d'aller se faire vacciner. Mais si on n'est pas, je ne sais pas, M. Faudel, il va rejoindre mon avis. Je me dis s'il est asymptomatique, donc il peut aller. C'est facultatif. Une personne, vous savez, qui est asymptomatique, c'est très probablement une personne qui n'a pas développé déjà assez d'anticorps. Donc, ce n'est pas la peine d'aller faire un test pour savoir si on a été contaminé ou pas. Il faut faire sa vaccination normalement. Mais si on a développé une forme de Covid et on est sûr que c'était un Covid, une forme sérieuse, là, il serait peut-être intéressant de doser ses anticorps pour voir si... Mais on va dire que c'est à titre indicatif, ce n'est pas obligatoire. Non. Ce n'est pas obligatoire et je pense que Linda, il y a une instruction ministérielle dans ce sens. Tout à fait, il y a une autre ministérielle qui est relative donc justement à ça, c'est qui stipule qu'il n'y a pas d'intérêt de faire donc, des tests antigéniques donc, avant de se faire donc, vacciner. Donc quand on veut se faire vacciner, aller droit au but, donc aller se faire vacciner donc, sans passer par des tests ou bien donc, par faire une PCR. D'autant plus si on est donc asymptomatique. Parce que la seule excuse donc, qui nous pousse à aller faire un test, c'est éventuellement d'être symptomatique. Déjà être malade. Exactement, c'est d'être malade. Donc c'est ce qui nous emmène à aller donc, faire un test. Donc si on est asymptomatique, donc, je ne vois pas l'utilité d'aller faire un test antigénique donc, avant d'aller se faire vacciner. Deux questions me viennent à l'esprit, Fodel Khalifa. D'abord, est-ce qu'on est prêt pour contrer la quatrième vague? Est-ce que nous sommes prêts? Contrer la vague, l'idéal, ce serait d'atteindre l'immunité collective, vous voyez, pour être sûr. Que nous cherchons tous. Oui. Nous cherchons l'immunité collective, sauf qu'avec ce virus, parce que l'immunité collective est liée au virus. Si on prend le virus de la grippe, il faut à peu près 50%. Il faut que 50% de la population, ça dépend de la contagiosité du virus. 50% de la population doit être immunisée pour qu'on puisse parler d'immunité collective. Étant donné que ce virus SARS-CoV-2 est beaucoup plus contagieux que le virus de la grippe, il faut atteindre pratiquement plus de 80% de la population. Est-ce qu'on va atteindre ce taux? Notre souhait, nous, on se bat pour qu'on puisse atteindre ce taux, puisque les vaccins sont disponibles maintenant. Donc l'excuse de la disponibilité du vaccin n'est plus valable. Est-ce qu'on va atteindre ce taux? Je ne sais pas, c'est notre souhait. C'est l'objectif aussi. C'est pour ça cette massification de la campagne de vaccination, le fait d'ouvrir les vaccinodromes un peu partout, de se déplacer. Faciliter. Voilà, faciliter. On va même en pharmacie. C'est bien de le faire aussi en pharmacie, comme si c'était... C'est un geste simple, il faut le dire, hein, c'est pas compliqué. Et d'ailleurs, comme on l'en fait, donc il y a plusieurs pays donc, qui l'ont fait, donc ils sont pratiquement arrivés donc, au stade donc, de l'immunité collective. Donc, il faut que même le citoyen donc, sache que pour reprendre ou pour arriver à reprendre une vie plus ou moins normale, le seul moyen, c'est d'atteindre une immunité collective. Et on ne pourra l'atteindre que par la vaccination. D'autant plus que c'est disponible et ça va se produire donc, dans peu de temps donc, à l'échelle nationale. Allez vous faire vacciner tant que c'est disponible. Donc, au moins pour qu'on respire un peu et pour qu'on souffle un peu et qu'on reprenne une vie normale. Alors pour reprendre une vie normale, il faudrait peut-être que la courbe continue à baisser. D'ailleurs, c'est une instruction présidentielle que si la courbe continue à baisser, si la situation sanitaire s'améliore, mais il faut réouvrir les plages.
Pardon. À vos souhaits. Merci. Bon, je me dis, il ne faut À pas vos être... souhaits. à vos souhaits. Bon, c'est pas pour être alarmiste. Et en parallèle, il ne faut pas être... Enfin, il faut Non, non, c'est pas il faut clinique. pas rassurer. Non, non, C'est une petite allergie à tout ce qu'il y a autour de non. nous. Voilà. Bon, je suis bien contente d'entendre que ça va s'ouvrir dans peu de temps, mais il ne faut pas que le citoyen comprenne ou se mette dans la tête que tout va bien. La maladie est toujours là. Le virus circule encore. Donc, C'est pas parce que j'ai non, terminé non, que non, je c'est suis pas par malade. rapport à ça. Non, c'est juste, c'est justement par rapport, ça. par rapport aux petits détails que les plages vont être réouvertes donc, de nouveau. C'est juste pour dire, Bliss, il faut pas Même que, si ça même roule. si ça va se réouvrir, il faut respecter toujours les mesures barrières. C'est juste il ne faut pas se mettre dans la tête que tout va bien. Ouais. C'est pas parce que le gouvernement va prendre la décision alléger un peu ou va les- alléger un peu la pression que tout va bien. La maladie est toujours là, le virus est toujours là. Il faut rester toujours vigilant jusqu'à arriver au stade, Inch'Allah. On va De l'atteindre, 0 Inch'Allah, de 0 cas et atteindre donc le stade de l'immunité collective Inch'Allah, En peu de temps. dans peu de temps, Inch'Allah, où on pourra être donc plus ou moins donc rassuré. Mais maintenant, non. Donc je ne sais pas, est-ce que M. Faudel me rejoint? Moi, je suis tout à fait d'accord. Les gens ont besoin de souffler un petit peu parce que Tout à être fait confiné avec ces chaleurs, cette canicule, être confiné, c'est difficile à supporter. Mais les gens doivent être sages, Ils vont à la plage. Bon, quand c'est la même famille qui va à la plage dans la même voiture, le problème ne se pose pas. Mais à la plage, il faut qu'il y ait des espaces entre les parasols. Il faut que les mesures barrières soient respectées, qu'il n'y ait pas d'attroupement. Ça va être difficile. J'ai été quelques fois à la plage. Je vois la police patrouiller justement pour Ouais. essayer de faire appliquer ces mesures. L'interdiction, oui. Les gens adhèrent. Quand ils voient la police, il y a un petit peu la crainte, ils adhèrent. Voilà, on peut concilier les deux si on est sage. Si on Il est faut sage. continuer à rester sage et Il faut surtout continuer à rester sage. vigilant. Vigilant et sage, oui. Voilà. Et est-ce qu'on peut, pour terminer, hein, parce que c'est vraiment la dernière question, est-ce qu'on peut, par exemple, une fois avoir fait le vaccin, la deuxième dose de rappel, il faudra, parce qu'il y aura probablement dans peu de temps le vaccin antigrippal, est-ce qu'on pourra aussi le faire ou il n'y a pas de raison que Il faut respecter un délai de 15-20 jours. 15-20 jours, puis c'est tout. oui. Voilà. C'est tout. c'est tout. Dernier mot de fin, parce qu'on en arrive à la fin, 30 secondes pour terminer. 30 secondes pour terminer. Donc, je te remercie donc, encore une fois pour Blemzia, donc, au contraire, c'est un plaisir de l'invitation. vous avoir dans le plateau. Arbi Khalik. Donc, j'insiste toujours donc, sur donc, le respect donc, des mesures barrières donc, de base. Et puis, donc, on insiste donc vaccination pour qu'on puisse reprendre donc, une vie donc, plus ou moins donc, normale. Voilà. La normalité eh bien, dépend de notre vigilance. C'est Tout ça, à fait. Faudel. Dernier mot pour Et de terminer. notre sagesse. Donc protégez-vous, protégez-nous, protégez vos parents. Les solutions sont là, le vaccin est là. Il ne faut pas hésiter et il ne faut surtout pas écouter les idioties qui sont dites à propos du vaccin. Voilà, alors que c'est vrai qu'il faut arrêter de voyager dans les réseaux sociaux et écouter que chacun fasse son métier. Si on a besoin d'un avis médical, on va chez un médecin. Si on a besoin d'un avis scientifique, eh bien, on va chez les scientifiques. Et puis voilà, c'est tout. Hein, c'est pas... Et j'invite là en direct les personnes qui doutent encore, qui ont des questions, qui se posent des questions, à m'envoyer un mail, Faudel Khalifa. Je répondrai, j'ai toujours répondu avec plaisir. Non, bien sûr. Ou sinon se rendre chez vous, papa. Haka Malish. Avec plaisir. avec plaisir. Voilà, pour les récalcitrants, eh bien, allez vous faire vacciner. N'hésitez pas parce que vraiment, nous sommes dans une situation. Ne vous fiez pas. C'est vrai qu'on était à 1900 cas, mais là, je veux dire, non. Il ne faut jamais baisser la garde, il faut rester vigilant et surtout continuer à respecter les mesures barrières parce que c'est important. Le port du masque, la distanciation et surtout le lavage des mains régulier, régulier et surtout éviter les attroupements parce que c'est important. Probablement, il va y avoir une petite bouffée d'oxygène pour dans quelques jours. Eh bien, profitez-en avant la rentrée scolaire, mais surtout, profitez-en aussi pour vous faire vacciner. Allez vous faire vacciner. La prévention, c'est le maître mot pour stopper cette maladie. Docteur Chak Maklinda, vous représentez le CHU de Constantine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faudel Khalifa, vous représentiez l'Institut Pasteur. Merci d'avoir fait à vous, le Ismaël. déplacement. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est réciproque. Moi, je dis toujours, j'espère qu'on se reverra sous de meilleurs auspices. Inch'Allah. Mais bon, Inch'Allah, avec de Inch'Allah. bons chiffres, au moins Inch'Allah. 0 cas. 0 cas, ça serait Inch'Allah, bien. le C'est un CHU rêve, est 0 vide, cas. les établissements sont vides. Inch'Allah. Voilà, ça serait bien. Allez, Inch'Allah, Inch'Allah, dans peu de temps. Inch'Allah. Merci. Et puis, on va se quitter en chanson.
mais avant tout, je vais remercier bien sûr toute l'équipe technique qui a travaillé tôt ce matin à partir de la station régionale de Constantine et le réalisateur Nabil Yagoubi qui a réalisé cette émission en compagnie de tous les amis techniciens qui sont là depuis très tôt pour vous servir. Je vous retrouve, Inch'Allah, après-demain, mercredi, pour une autre brise d'été à partir de Constantine. On se quitte comme on a pris l'habitude en chanson.